Otaro est un lycéen ordinaire qui vient d'entrer au lycée. Mais de son point de vue, le monde entier est gris. Il est un nihiliste et suit sa devise « Si quelque chose n'est pas nécessaire, il ne le fera pas. Si c'est nécessaire, il le fera le plus vite et efficacement possible. » Il vit au Japon avec sa famille, c'est un solitaire qui déteste avoir une vie. Ça te ressemble pas mal, non? C'est la rentrée, et il a décidé de passer toutes ces années seul en dépensant le moins d'énergie possible, sans s'engager dans des projets inutiles qui ne mènent à rien. Il entre sur le campus, immédiatement rebuté par les élèves surexcités qui accueillent les nouveaux et tentent de les convaincre de rejoindre leur club. Il les traverse, met ses chaussures au casier et va en classe où il retrouve Satoshi, son seul et meilleur ami. Satoshi le connaît depuis toujours, habitué à ses manies et à sa philosophie du moindre effort. Satoshi l'encourage pour cette nouvelle journée, pleine de possibilités, mais Otaro refuse de montrer le moindre enthousiasme. Il lui demande pourquoi il est encore à l'école, car il est du genre à rentrer chez lui dès que les cours sont finis. Mais Otaro lui tend une lettre en soupirant. Satoshi l'ouvre. Elle vient de la sœur d'Otaro, actuellement en Inde. Elle lui a écrit hier, le suppliant de rejoindre le club de littérature classique, car personne ne le fait d'habitude. Selon elle, chaque année, le nombre d'élèves voulant rejoindre le club diminue et elle craint qu'il ne ferme bientôt. Elle prétend avoir un lien spécial avec le club de littérature et lui demande de le rejoindre pour éviter sa disparition. Otaro aime beaucoup sa sœur et finit par accepter sa demande. Satoshi l'assure qu'il n'y aura pas de difficulté. Le club de littérature n'a pas d'autres membres. S'il le rejoint, il aura la salle pour lui seul. Otaro est un peu content, il n'aura pas à parler à quelqu'un. Il dit au revoir à Satoshi et va chercher la clé à la salle des profs. Il arrive à la salle du club de littérature, reconnaissant qu'elle soit très isolée dans l'école. Il met la clé dans la serrure et ouvre. En entrant, il est surpris de voir une petite fille aux cheveux noirs regardant par la fenêtre. Elle se retourne, s'approche d'Otaro et se présente Hiru. Elle prétend déjà connaître Otaro, car ils étaient ensemble à l'orientation. Otaro est choqué, il y avait plein d'élèves et il n'avait même pas remarqué Hiru. Elle lui dit qu'elle a rejoint le club pour des raisons personnelles et demande si Otaro l'a aussi rejoint. Il refuse rapidement, disant que non. Maintenant que le club a un membre, il survivra et lui n'aura pas à rejoindre de club. Il se retourne et commence à marcher, lui disant de fermer à clé en partant. Elle lui dit qu'elle ne peut pas fermer la porte. Il lui demande pourquoi, elle répond qu'elle n'a pas les clés. Otaro la regarde, confus, sort les clés de sa poche et les lui tend. Il lui demande « Si tu n'avais pas les clés, comment t'es-tu enfermé ?» Elle le regarde, confuse et demande si la porte était fermée à clé. Otaro réalise qu'elle ignorait être enfermée. La fille est curieuse, elle veut résoudre le mystère. Comment la porte a-t-elle pu être fermée sans les clés? Satoshi entre aussi en classe, venu voir Otaro et se mêle au mystère. Otaro essaie de partir, mais la fille lui prend les mains et le supplie de l'aider à résoudre ce mystère. Ce moment captive Otaro qui n'a jamais rien ressenti de tel. Il finit par accepter et lui demande si elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle répond qu'avant d'entrer, elle a entendu un bruit de cliquetis. Quand ils tendent l'oreille, ils l'entendent aussi. Ils sortent et aperçoivent le concierge qui ferme toutes les salles avec sa clé passe-partout. Ils réalisent qu'il a dû penser que la salle était vide à cause de son emplacement isolé et l'a fermée. Hiru n'a pas remarqué qu'elle était enfermée de l'intérieur. Satisfaite d'avoir la vérité, ils marchent vers leur casier. Elle demande à Satoshi s'il veut rejoindre le club. Malgré ses multiples clubs, il accepte. Otaro essaye de dire qu'il ne rejoindra pas, mais Hiru lui prend les mains et lui demande de s'inscrire. Otaro fond à son contact et lui donne sa fiche, devenant membre officiel du club de littérature. Le lendemain, Otaro vient à l'école. La journée finie, il est forcé de rester pour écrire une dissertation. Satoshi se moque de lui car il n'a pas fait ses devoirs à temps, mais Otaro répond qu'il a juste oublié de les apporter. Satoshi rit et commence à lui parler d'un nouveau mystère à l'école. Selon lui, un matin, une fille rentrait du terrain sous la pluie. Elle a entendu une belle mélodie de musique classique venant de la salle de musique, mais il faisait tout noir. Intriguée, elle a ouvert la porte, mais a été horrifiée de voir que le piano était vide et la pièce semblait déserte. La mélodie continuait, son cœur s'accélérant à l'approche de la fin. Dès que le morceau s'est terminé, elle a ressenti un frisson et un raclement. Soudain, du sol, une silhouette est apparue, les cheveux en bataille et les yeux injectés de sang.
Elle a titubé, s'est levée et a commencé à marcher vers la fille qui a refermé la porte et s'est enfuie le plus vite possible. Il a terminé l'histoire et a regardé Otaro avec enthousiasme, mais son regard a rencontré le même visage peu enthousiaste alors qu'il recommençait à écrire sur le papier. Soudain, il a demandé à Satoshi si cette nouvelle avait fait le tour de l'école et quand Satoshi a dit que c'était une affaire assez importante, il a immédiatement senti qu'Hiru viendrait bientôt le voir pour lui demander de l'aider à résoudre le mystère. Il a aussitôt sorti un papier et gribouillé quelque chose, disant à Satoshi de lui raconter une histoire inventée sur le mystère du Club House secret. Hiru est arrivé pile, est entré et s'est dirigé vers leur bureau, demandant s'ils avaient entendu parler du mystère de la salle de musique. Otaro l'a vite interrompu, lui disant que Satoshi lui racontait un mystère très célèbre de l'école. Elle a tout de suite été accrochée. Satoshi a inventé une histoire sur un club secret, le Club de l'Araignée, un club fantôme dont personne ne connaît les membres ni leur sélection. On dit qu'ils affichent toujours leur avis, mais que seule une poignée le trouve chaque année. Cela l'a tout de suite intriguée et elle a demandé s'il l'aiderait à le trouver. Otaro a terminé son essai et lui a dit oui. Ils ont tous remarqué le tableau d'affichage de leur étage et l'ont fouillé, mais n'ont rien trouvé. Finalement, Otaro a suggéré de descendre au tableau d'affichage principal, ce qu'ils ont tous approuvé. Au rez-de-chaussée, ils ont été impressionnés de voir le tableau rempli d'affiches de tous les clubs. Il ressemblait à une zone de guerre, chaque club voulant attirer l'attention. Ils ont regardé attentivement le tableau, examinant chaque affiche, mais ont perdu espoir quand Otaro a attiré leur attention. Ils l'avaient trouvé sous une affiche. Il lui a montré la petite annonce du Club de l'Araignée, mais elle n'a pas été impressionnée. Elle a dit que ce mystère n'en était pas un car il y avait trop de failles. Ils ont réalisé qu'il se faisait tard et ont décidé de se séparer. Satoshi et Otaro ont commencé à rentrer ensemble. Satoshi lui a demandé pourquoi il avait inventé ce mensonge, créé l'affiche du Club de l'Araignée, puis l'avait placé sous l'autre avis. Otaro lui a dit qu'il ne voulait pas aller à la salle de musique, car elle était loin dans le couloir, pas sur son chemin pour sortir. Satoshi le regarde avec admiration et commence à rire avant de lui demander s'il a une idée du mystère de la salle de musique. Otaro le regarde et dit que la salle de musique est presque toujours occupée par des étudiants passionnés qui ont dédié leur vie à la musique. La pianiste, en particulier, a l'habitude de dormir dans la pièce pour ne pas perdre de temps. Elle a donc fermé les fenêtres et dormi en jouant un CD de musique classique sur un magnétophone qui servait de réveil. Quand la musique s'arrête, elle se réveille. C'est pourquoi quand l'élève a ouvert la pièce, elle n'a vu personne au piano mais a entendu la musique. Dès que la musique s'est arrêtée, la pianiste s'est réveillée, groggy, les yeux injectés de sang par le manque de repos, terrifiant la pauvre élève qui s'est enfuie. Satoshi le regarde avec admiration et lui dit que ses méthodes d'économie d'énergie seront mises à l'épreuve à cause d'Hiru, la seule à pouvoir le forcer à travailler. Ils se sont ensuite séparés pour rentrer chez eux et se reposer. Un mois s'est écoulé depuis le dernier incident et Otaro semble s'être habitué à cette nouvelle routine. La plupart du temps, cela ne le dérange pas car il n'a qu'à y aller après les cours pour lire, ce qui ne le dérange pas. Il préfère quand Hiru ne lui parle pas et lit son livre. Mais elle a développé une jolie habitude. Elle lui offre des douceurs faites maison chaque fois qu'il s'assied. Un jour, alors qu'il lisait après les cours et savourait son thé, Hiru s'est soudain levé, disant que ce n'était pas ça un club. Otaro l'a regardé et lui a dit de s'asseoir et de ne pas gaspiller d'énergie. Elle s'est plainte de la monotonie de leur club, disant qu'il ne faisait jamais rien d'amusant. Otaro la regarde et lui dit que leur club est un club de littérature, pas de sport. Elle est catégorique et lui dit qu'il devrait se préparer pour le festival scolaire. Otaro lui dit qu'il n'a aucun intérêt à y participer, mais Hiru lui dit qu'elle ne veut rien entendre sur le fait de ne rien faire pour le festival. Il la regarde épuisée et lui dit qu'ils ouvriront des stands stupides comme les autres clubs, mais elle refuse. Elle lui dit que le club de littérature a une histoire très riche et que chaque année, les membres ont créé une anthologie pour le festival et qu'ils devraient faire de même. Otaro refuse catégoriquement, disant qu'il ne veut pas dépenser autant d'énergie et préférerait faire quelque chose de moins exigeant. Elle continue de le harceler au point de lui demander si créer une anthologie serait moins de travail que de la supporter tous les jours à ce sujet. Il accepte donc. Il lui demande si elle a une idée de comment ça doit être créé, elle répond que non. Il lui demande comment elle fera si elle ne sait pas comment écrire l'anthologie, mais elle répond qu'ils trouveront les copies des années précédentes et apprendront. Otaro est de nouveau frustré par le travail qu'elle lui impose, mais il ne peut rien dire vu son dévouement. Il commence donc à fouiller toute la pièce pour trouver les anthologies des années précédentes. Ne les trouvant pas, Otaro s'assied à son bureau, mais elle lui dit qu'ils n'ont pas fini et le traîne à la bibliothèque, persuadé qu'ils y trouveront les copies. Là, il voit une fille aux cheveux courts
Ebara, assise derrière le comptoir. Elle semble connaître Otaro et fait la grimace quand il entre. Elle lui dit que s'il a de mauvaises intentions, il n'est pas le bienvenu ici, mais il réplique par une boutade, ce qui l'énerve. Au même moment, Satoshi apparaît dans la bibliothèque et le tempérament d'Ebara change immédiatement. Hiru est confuse par ce changement soudain, mais Otaro dit qu'Ebara aimait Satoshi au collège quand ils étudiaient ensemble. Satoshi a un charme fou et peut faire craquer n'importe qui avec sa voix. Il demande à Otaro ce qu'il fait et il répond que c'est plutôt une prise d'otage car cette idiote finie d'Hiru l'a arraché de force de son siège où il avait joyeusement collé son derrière pour ne pas bouger. Satoshi en rit et présente Hiru à Ebara et Hiru va droit au but, lui demandant si elle a vu l'anthologie de l'année précédente du club de littérature. Ebara regarde Otaro et sourit d'un air narquois, demandant comment diable un loser comme lui a pu rejoindre un club. Mais en vrai Sigma, il lui dit de la fermer. Elle se tourne vers Hiru et répond qu'elle n'a aucune idée des anthologies, car elle ne les a pas vues à la bibliothèque, mais elle pense qu'elles pourraient être dans les réserves. Hiru lui demande s'ils peuvent voir les réserves, mais elle répond que seul le bibliothécaire peut les laisser y jeter un œil. Otaro en a assez de ces bavardages et, comme un lâche, il commence simplement à sortir. Il est cependant arrêté par Hiru, qui s'est juré de faire de la vie de ce pauvre homme un enfer. Elle lui dit qu'ils vont attendre le bibliothécaire, et pendant qu'ils se disputaient, Satoshi intervient, demandant à Ebara de raconter le mystère dont elle parlait plus tôt. Otaro pense qu'il ne s'en sortira jamais si Ebara raconte un mystère, ce qui rend Hiru curieuse, mais Ebara commence l'histoire. Elle leur dit que depuis un certain temps, elle remarque un schéma mystérieux avec un livre. Elle explique qu'elle reste à la bibliothèque tous les vendredis, et pour une raison quelconque, chaque vendredi, un livre est emprunté pendant la pause déjeuner, puis rendu en fin de journée. C'est très étrange, car quand on emprunte un livre, on peut le garder une semaine avant de le rendre. Mais pour une raison quelconque, la personne qui l'emprunte le rend toujours le jour même. Hiru lui demande avec enthousiasme si elle peut jeter un œil au livre et Ebara le lui sort. C'est un très beau livre relié en cuir, à couverture rigide, sur l'histoire de l'école. Hiru commente que le livre est joli et tout le monde est d'accord. Otaro, pendant ce temps, essaie d'ignorer tout ça et décide de continuer à lire son livre car il veut juste récupérer les anthologies et rentrer chez lui. Hiru, cependant, ne va pas le laisser tranquille et lui met le livre sous le nez, tandis qu'Otaro la regarde comme s'il voulait la gifler. Il le regarde et dit que ce n'est peut-être pas si grave et que certains élèves y jetteront un œil pendant leur temps libre. Ebara, cependant, lui dit de regarder les personnes qui empruntent le livre. Il s'avère que chaque fois, c'est une personne différente qui l'emprunte. C'est étrange, car pourquoi différentes personnes emprunteraient-elles le même livre chaque semaine et suivraient-elles le même schéma, l'emprunter à la pause déjeuner et le rendre en fin de journée ? C'est en effet très intriguant, et même Otaro semble très perplexe. Il ne veut cependant pas dépenser d'énergie pour de telles choses et essaie de s'en défiler, mais Hiru le harcèle continuellement en lui mettant le livre sous le nez. Ebara leur dit finalement de se calmer et de ne pas faire trop de bruit à la bibliothèque, et ils se taisent immédiatement. Il regarde Hiru avec espoir, pensant qu'elle va reculer, mais elle ne recule pas et semble vraiment têtue à le faire l'aider à résoudre cette affaire. Otaro finit par céder, réalisant qu'il ne pourra pas se débarrasser d'elle et que ce serait une perte d'énergie. Ses yeux s'illuminent car elle est vraiment excitée. Il s'assied et commence enfin à se creuser les méninges. Il leur dit que ce livre n'est certainement pas utilisé à des fins littéraires, car personne ne pourrait lire un si gros livre d'histoire en si peu de temps. Il affirme que le livre est utilisé à des fins cachées et demande à tout le monde s'ils ont des idées lumineuses. Ebara dit que les livres, s'ils sont bien empilés, peuvent servir d'oreiller. Satoshi affirme que si tu attaches ce livre à ton bras, il peut servir de bouclier. Otaro les regarde avec mépris, mais Hiru, la grande penseuse, leur dit d'arrêter de plaisanter, car ce n'est évidemment pas à ça que serviront les livres. Otaro se tourne vers elle avec impatience, espérant une bonne idée, mais hélas, ce gaz est entouré de gens qui ont le QI collectif d'un mur de briques. Elle répond que le mieux serait de s'en servir pour conserver des cornichons. Otaro en a assez et leur dit de se taire pour qu'ils puissent réfléchir. Il réfléchit intensément mais ne trouve aucun indice sur l'utilité du livre, si ce n'est pas pour la lecture. Il rassemble des indices, toutes les emprunteuses étaient des filles de la classe de seconde. Il suggère que ce pourrait être un signal oui-non. Par exemple, si le livre est droit, c'est oui, s'il est inversé, c'est non. Ebara leur dit que ce n'est pas ça et les emmène là où elle range les livres de tous, et ils sont tous rangés au hasard. Otaro n'a plus de réponse, et Eora se moque de lui car il ne trouve rien. Mais soudain, l'étrange Hiru se met à sentir le livre comme une folle, et Eora
effrayée par ses manies bizarres, recule. Hiru dit que le livre sent la peinture. Ebera essaye de sentir, mais elle ne sent rien. Otaro a soudain une idée lumineuse et dit à Hiru d'aller vérifier quelque chose, mais elle le force à venir aussi, ce qui l'agace encore. Mais il n'a plus l'énergie de discuter et la suit simplement. Il les conduit tous au cours d'art et fait remarquer qu'il n'y a qu'un seul cours le vendredi où des filles de différentes sections se retrouvent. Le cours d'art facultatif, il pense que chaque fille ayant emprunté le livre l'a emmené au cours d'art. Les autres sont toujours confus, mais Otaro leur dit qu'ils le verront bientôt et entrent dans la salle d'art. Dès qu'ils entrent dans la classe, ils sont surpris de voir que presque toutes les peintures en cours représentent une fille avec un livre. Otaro explique que le livre a une belle couverture vintage en cuir et une couleur parfaite pour servir de motif à une œuvre d'art. Et comme aucun élève ne veut transporter un si gros livre, il préfère l'emprunter chaque vendredi et le rendre le jour même. Ebara et Hiru sont très impressionnés par l'intelligence de Otaro et veulent probablement qu'il soit le père de leurs enfants. De retour à la bibliothèque, ils discutent pendant que Otaro observe, pensant que ce n'est pas ce qu'il avait prévu au lycée. Il n'est pas là pour se faire des amis ou des souvenirs. Il veut juste faire le minimum de travail possible et commence à partir, mais Hiru le retient et lui dit qu'ils doivent attendre la bibliothécaire car ils ont besoin de l'anthologie. Finalement, la bibliothécaire arrive. Satoshi se présente et présente les autres, puis demande si elle a vu l'anthologie créée par le club de littérature. Mais elle répond que les anciens numéros ne sont malheureusement pas dans les rayons et qu'il faudra la trouver ailleurs. Hiru est triste, mais Satoshi, toujours aussi joyeux, lui dit qu'ils la trouveront bientôt, et pour la journée, ils rentrent tous chez eux. Le lendemain, tôt le matin, Otaro reçoit un appel et doit se réveiller un dimanche. La plante est Hiru et il lui demande ce qui était si urgent que ça ne pouvait pas attendre le lendemain. Mais Hiru s'excuse et lui dit qu'elle veut le rencontrer aujourd'hui. Otaro essaie d'éviter ça, mais elle le supplie et il ne peut pas lui dire non. Plus tard, Otaro entre dans un café et attend Hiru, sirotant son café car elle est en retard. Finalement, elle arrive dans une jolie robe et s'assied avec lui, remuant la crème dans sa tasse. Otaro la regarde et lui demande de quoi elle veut parler, et elle tourne autour du pot, ce qui l'agace. Il se lève et lui dit qu'il partira si elle ne parle pas vite, mais elle l'arrête et lui dit qu'elle est nerveuse. Il lui demande de quoi elle est nerveuse, ce qui la fait le regarder timidement. Elle répond qu'elle veut confesser quelque chose. Otaro est si surpris que son esprit se vide, il reste silencieux et l'écoute, son cœur battant fort, pensant que c'est une déclaration d'amour. Et Hiru a tourné autour du pot, jusqu'à avouer qu'elle voulait son aide pour résoudre un de ses mystères. Otaro la regarde d'un air vide, réalisant qu'il a s'était berné et qu'elle veut juste son aide pour un autre mystère. Elle lui dit qu'elle avait un oncle nommé Siki, qui a étudié dans leur école il y a 45 ans, et il était même le président du club de littérature classique. Il y a 7 ans, son oncle est parti en Inde, mais tout contact a cessé et il a été porté disparu. Il y a eu plusieurs enquêtes, mais aucune trace de lui n'a été trouvée. Elle lui dit qu'elle et son oncle étaient très proches quand elle était jeune, et il passait toujours du temps avec elle. C'est étrange. Elle garde de très bons souvenirs de lui car c'était une bonne personne, et elle l'emmenait jouer dans les parcs. C'était aussi quelqu'un de très intelligent qui avait réponse à tout. Selon elle, elle pouvait lui demander n'importe quoi, et il répondait toujours, étanchant sa curiosité et lui donnant plus de connaissances sur le monde. Elle dit à Otaro que d'une certaine manière, il ressemble à son oncle, ce qui est très étrange, mais c'est parce que, comme lui, il résout tous les mystères et a réponse à presque tout. Elle en vient ensuite au fait. Elle révèle qu'un jour, en jouant chez elle, elle a posé une question à son oncle. Mais cette fois, au lieu d'une réponse solide avec un rire chaleureux, elle se souvient avoir entendu quelque chose de très tendu et triste, à tel point qu'elle a éclaté en sanglots et pleuré sans arrêt. Ce qui était surprenant, c'est que même son oncle semblait si bouleversé qu'il n'a même pas essayé de la consoler, mais s'est resté assis, immobile. Finalement, sa mère est venue et l'a ramenée dans sa chambre, où elle a fini par s'endormir, épuisée par ses pleurs. Otaro l'écoute solennellement. Elle lui dit qu'elle ne se souvient ni de ce que son oncle lui a dit, ni de la question qu'elle lui a posée. Cette épreuve était si perturbante pour son jeune esprit qu'elle l'a complètement bloqué de sa mémoire et n'en a aucun souvenir. Elle regarde Otaro et le supplie de l'aider, mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, il refuse. Otaro réalise que c'est une partie très importante de son enfance. Sa vision de la vie pourrait changer si elle se souvenait de ce que son oncle a dit. Il ne veut pas assumer une telle responsabilité, surtout si cela peut changer sa personnalité. Il lui dit qu'elle peut chercher elle-même et qu'elle a d'autres amis pour l'aider. Elle le regarde, les yeux tristes, et répond qu'elle a cherché elle-même. Elle a interrogé tous les professeurs, mais aucun n'était là depuis assez longtemps
pour connaître son oncle. Elle ajoute qu'elle ne raconte pas son passé à n'importe qui, car elle est très sensible et ne veut pas que les gens le sachent. Elle ne lui demande qu'à lui car il est très semblable à son oncle et pense comme lui. Il lui dit qu'elle a 3 ans au lycée, assez de temps pour se souvenir seule. Mais elle veut se souvenir de ce que son oncle a dit avant ses funérailles. Pas de nouvelles depuis 7 ans, il est présumé mort et ses funérailles auront lieu bientôt. Elle veut se souvenir de ce qu'il lui a dit quand elle lui fera ses adieux. Elle baisse les yeux pour retenir ses larmes, Otaro la regarde et a l'impression que c'est juste une petite fille cherchant sans but dans le sable un jouet perdu. Il lui dit qu'il l'aidera, mais n'assumera aucune responsabilité pour sa santé mentale. Elle le regarde, les yeux pétillants, dit que ça lui va et le remercie. Des jours ont passé et l'heure des examens de mi-parcours est arrivée. Pendant les examens de mi-parcours, toutes les activités des clubs cessent pour que les élèves se concentrent. Le club de littérature est aussi fermé. Otaro voit à peine Hiru et passe son temps avec Satoshi qui est dans sa classe. Ses journées se résument à étudier, aller à l'école, puis encore étudier jusqu'à la fin des examens. Il rentre chez lui et s'allonge sur son lit, enfin détendu, les examens terminés. Il regarde sa table d'études et aperçoit une lettre de sa sœur. Il l'ouvre et lit qu'elle est à Istanbul, à l'ambassade du Japon, car son passeport a eu un problème. Elle demande si Otaro apprécie le club de littérature et s'il y a d'autres membres. Elle dit que le festival de l'école approche et qu'il doit créer une anthologie, comme le veut la tradition du club. Elle lui donne ensuite une information importante qui a résolu beaucoup de problèmes liés à la création d'une anthologie. Elle lui dit que les anthologies de l'année précédente ne sont ni à la bibliothèque ni dans les réserves. Elles sont toutes dans un coffre-fort à verrouillage chimique dans la salle du club. Il n'est pas verrouillé, ils peuvent l'ouvrir et les trouver. Otaro est soulagé, Nalini n'aura pas à chercher partout les anthologies de l'année précédente. Le lendemain, ils se retrouvent tous dans la salle du club. D'ailleurs, Ibara est aussi membre du club de littérature maintenant. Il les informe de la lettre et la leur montre, et ils sont contents. Mais ils cherchent et ne trouvent aucun coffre-fort à verrouillage chimique dans leur salle. Ils se demandent ce qui a pu se passer, mais Otaro leur dit de se calmer, car à chaque nouvelle session, les salles de club changent. Elle se lève vite pour aller à la salle des profs, demander quelle salle était utilisée l'an dernier. Mais Otaro les arrête. Il a déjà demandé, le labo de biologie servait de base au club de littérature. Les filles sont impressionnées et sortent pour voir le labo. Otaro s'assied, lisant, pensant qu'elles l'ont oublié, mais Hiru revient et l'entraîne. Otaro ouvre la marche, mais près du labo, il remarque 2 petites boîtes de chaque côté du couloir, ce qui éveille ses soupçons. Les filles n'ont rien remarqué en avançant, frappant à la porte et appelant. L'une essaie la porte, elle est fermée. Elles attendent. Quand un élève aux cheveux longs sort, leur sourit mal à l'aise, couvrant la porte ouverte. Il leur dit que le labo est occupé par le club de journalisme, mais il est seul car les autres membres ne sont pas venus. Otaro remarque une forte odeur de désodorisant émanant de lui quand il demande aux filles pourquoi elles sont là. Hiru répond qu'elle est présidente du club de littérature et veut récupérer le coffre-fort de la salle, qui contient leurs anthologies. L'aînée sursaute à la mention du coffre-fort et dit n'en avoir vu aucun dans la salle. Elles lui disent que ça doit être à l'intérieur, puisque cette salle était celle du club de littérature l'année dernière. Mais le senior leur répète fermement que le casier n'y est pas. À ce moment, Otaro décide qu'ils devraient partir et dit au revoir au senior en reculant. Mais Ibara et Hiru insistent en demandant au senior comment chercher à l'intérieur, sinon elles devront fouiller toute l'école pour les anciens numéros. Dès qu'Otaro entend parler de fouiller toute l'école, il revient, car il n'est pas question qu'il se donne autant de mal et dépense autant d'énergie. Il reste donc. Ibara se met face au senior et lui dit que techniquement, c'est toujours une salle de classe et qu'ils ont le droit de regarder à l'intérieur s'ils veulent. Le senior réfléchit un instant, puis leur dit sournoisement qu'ils peuvent jeter un œil, mais qu'ils doivent faire vite et ne rien démonter pendant qu'ils travaillent. Il ouvre la porte et ils entrent tous dans la pièce. La première chose que Otaro remarque, c'est que la table est couverte de papier et qu'il y a aussi un appareil radio. La fenêtre était ouverte et le ventilateur soufflait vers elle. Le senior semble très mal à l'aise, tandis que les autres regardent autour d'eux. Finalement, Hiru revient en disant qu'elle n'a pas trouvé le coffre et qu'il n'est peut-être pas ici, ce qui semble soulager le senior. Mais Otaro l'arrête et demande au senior s'ils ont déplacé des choses. Il répond qu'ils ont bien bougé pas mal de cartons ici et là.
Otaro lui dit rapidement qu'ils devront fouiller toute la pièce, car il y a tellement de désordre qu'ils ne savent même pas où les choses pourraient être cachées. Le seigneur devient immédiatement très agité et lui dit qu'il n'a pas le temps pour toutes ces bêtises. Mais Otaro lui répond qu'il n'aura rien à faire. Le seigneur commence à transpirer et dit qu'il ne veut pas qu'on touche à ses affaires car il est très occupé. Otaro assure qu'ils remettront tout en place, mais le seigneur s'agite encore plus et lui dit de se taire et de quitter sa salle de club haletant. Les filles semblent un peu effrayées, mais Otaro se tient là, défiant, et lui dit que s'il le veut ainsi, il partira et demandera à un membre du personnel de fouiller toute la pièce de fond en comble pour leur livre. Cela effraie terriblement le seigneur, qui se met immédiatement à transpirer et à trembler de colère et de peur. Otaro le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'il a une course à faire à la bibliothèque et qu'il reviendra bientôt. Il dit au seigneur qu'il n'a aucun intérêt pour autre chose que les anthologies et que s'il les trouve pendant son absence, il devra les laisser dans la salle fermée du club de littérature. Le seigneur semble bouillir de rage, il ravale sa colère et lui dit que s'il les trouve, il les informera. Otaro sort, emmène les filles avec lui et leur dit d'attendre un peu avec lui devant la bibliothèque. Après un moment, ils retournent à leur salle de club et à leur surprise, les anciens numéros de l'anthologie sont déjà soigneusement empilés sur leur table. Ebara et Eru commencent à parcourir les volumes un par un. Ebara regarde Otaro et lui demande comment il savait que le seigneur avait les livres. Il l'emmène dans un coin et lui dit que ce qu'il va lui révéler doit rester secret. Il lui dit ensuite qu'il a remarqué les capteurs infrarouges dans le couloir que le seigneur avait installés et qu'il s'est immédiatement douté de quelque chose. Quand il a ouvert la porte, il essayait de cacher quelque chose car il portait un parfum très fort, fraîchement appliqué. De plus, à l'intérieur, les fenêtres étaient ouvertes et le ventilateur tournait pointé vers la fenêtre alors qu'il y avait un tas de papier qui aurait pu s'envoler facilement à cause du ventilateur. Alors, pourquoi ferait-il ça? Ebara comprend soudain et dit « des cigarettes ». Otaro hoche la tête, disant que le seigneur fumait dans la pièce et qu'il a un appareil radio qui l'alerte dès que quelqu'un traverse le couloir pour s'approcher de sa pièce. Il vient d'une famille très prestigieuse, donc s'il était pris à fumer dans l'enceinte de l'école, ce serait une grave infraction au règlement, et il ne peut pas risquer de déshonorer le nom de sa famille. Otaro affirme que le seigneur a dû garder les cigarettes et le briquet à l'intérieur du coffre-fort lui-même, et les cacher pour que personne ne les trouve, et c'est pourquoi il ne voulait pas leur montrer l'emplacement du casier. Ibara le regarde avec admiration, n'ayant jamais imaginé qu'il était si perspicace, mais ils sont interrompus par le gars avec Riz au maximum, Satoshi, qui entre dans la pièce déguisé en tournesol. Ibara l'informe des anciens numéros qu'ils ont trouvés et les lui montre, tandis qu'Otaro tourne son attention vers Eru, qui examine très sérieusement l'un des numéros. Elle le regarde, l'emmène à part et lui montre le numéro qui s'appelait Yuka. Elle lui dit que c'était la chose dont elle avait parlé avec son oncle, et c'est là qu'il a dit quelque chose qui l'a fait pleurer. Elle lui tend le numéro en disant qu'il contient le nom de son oncle plusieurs fois. Elle lui dit que quelque chose s'est passé il y a 45 ans au club de littérature et Otaro commence à lire ce que le numéro disait. Il était écrit que cela faisait 1 an que Siki avait quitté le lycée, non seulement en héros, mais en légende et une véritable inspiration pour tous, car il avait tout sacrifié pour le bien commun et resterait à jamais dans l'histoire de l'école. Elle se prend la tête, disant qu'elle est si près de savoir ce qu'il a dit, mais ça ne lui revient pas. Otaro regarde le numéro de cette anthologie et c'est le 2e numéro. Il se tourne donc vers Ebara pour trouver le premier, mais elle le regarde choquée et dit que le numéro 1 manque dans la pile. Eru semble triste que le numéro 1 soit manquant, mais il décide de rentrer pour la journée et sur le chemin du retour, Otaro demande à Eru pourquoi elle ne demande pas l'aide de Satoshi et Ibara. Elle répond qu'elle ne veut pas que beaucoup de gens soient au courant, mais Otaro lui demande alors si elle les considère comme ses amis. Eru s'arrête net et lui dit qu'elle leur révélera son problème demain. Le lendemain, elle explique tout à Satoshi et Ibara et tous deux sont très solidaires, faisant de l'objectif principal du club de découvrir ce qui s'est passé il y a 45 ans. Le dimanche suivant, ils décident tous d'aller chez Eru, avec un tas de théories et d'hypothèses sur ce qui aurait pu se passer il y a 45 ans. Otaro, toujours aussi apathique, attend Satoshi. Soudain, il entend la voix excentrique de Satoshi qui arrive à vélo. Il manque de percuter Otaro qui se pose des questions sur sa sexualité, mais lui dit qu'il n'est pas de ce bord-là et qu'il est hétéro comme un piquet. Ils commencent à pédaler vers la campagne, loin de l'agitation de la ville. Otaro demande à Satoshi s'il aime sa vie au lycée, toujours si énergique et joyeux.
Satoshi ralentit et lui dit qu'il a bien sûr sa part de problèmes, mais qu'il aime voir la vie en rose et essaye de trouver le bonheur dans chaque situation. Otaro réfléchit à lui-même et à quel point il est l'exact opposé de Satoshi à cet égard. Il vit sa vie en nuances de gris. Pas ce genre-là, bande de nuls. Il aime juste que sa vie soit très monotone et n'aime pas beaucoup interagir avec les gens. Après avoir pédalé un bon moment, ils arrivent à la résidence d'Eru, qui est immense, c'est le moins qu'on puisse dire. La maison est assez grande pour mes insécurités, mais pas pour mon amour pour vous, chers abonnés. Ils entrent, espérant une jolie femme de chambre, mais c'est Eru qui les accueille. Ils traversent plusieurs pièces très anciennes et préservées dans le temps. Ils arrivent dans la pièce où Ibara est déjà assise par terre près de la table. Ils s'assoient tous près de la table, et enfin, Eru ouvre officiellement la réunion. Elle dit qu'ils présenteront leur théorie à tour de rôle et les autres jugeront de leur plausibilité. Eru commence. Elle a préparé des notes et en distribue une à chacun. Elle commence. Sa théorie, il y a 45 ans, pendant le festival, des punks ont dû s'infiltrer, harceler des élèves et voler de l'argent au stand. Siki, le président du club de littérature, a dénoncé cette injustice, a obtenu le soutien des élèves et avec leur aide, a chassé les punks. Pendant cette agitation, il a dû frapper un punk, ce qu'un professeur a vu, et à cause de sa violence, il a été renvoyé de l'école. Elle termine et attend le jugement de ses amis qui trouvent cela peu probable. Il y a deux raisons. Premièrement, la culture punk est apparue il y a 40 ans, l'événement date d'il y a 45 ans. Deuxièmement, l'école interdit tout stand payant car cela rend les élèves trop axés sur l'argent. Au lieu de l'art, il crée des stratagèmes financiers. Donc, s'il n'y a pas de stand avec de l'argent, comment s'infiltrer pour en obtenir de force ? Eru se rassoit, leurs arguments sont logiques. Satoshi s'affale sur le tapis, demandant s'ils peuvent sortir. Ses jambes s'endorment et il fait trop beau pour rester dedans. Eru leur dit qu'ils peuvent aller sur la véranda qui donne sur l'étang et Ibara et Satoshi acceptent. Il se repositionne et Ibara prend la parole. Sa théorie, il y a 45 ans, l'école a dû lutter contre le gouvernement qui tentait de contrôler les établissements pour imposer sa propagande aux élèves et créer un électorat fidèle. Ceci a échoué quand l'école, profs et élèves unis, a repoussé la propagande, entraînant grèves et manifestations. Au milieu de tout cela, Siki a dû être un vrai leader de ces manifestations. S'il a attiré l'attention du gouvernement, celui-ci a dû user de son pouvoir pour le faire renvoyer. Otaro et Satoshi reconnaissent sa théorie, mais y voient des incohérences. Avant cela, Satoshi a faim. Eru leur dit de venir en cuisine discuter pendant qu'elle prépare des onigiri. Satoshi est ravi d'avoir des onigiri faits main par Eru, ce qui énerve Ibara. Ils s'assoient tous à table pendant qu'Eru fait de beaux onigiris qu'il mange avec appétit. Elle est très douée, mais Ibara reste la meilleure. Satoshi explique que sa théorie est similaire, mais pas tout à fait. Il la détaille en distribuant des pages d'articles de journaux. Il affirme qu'il y a 45 ans, la lutte de pouvoir n'était pas entre le gouvernement et les institutions éducatives, car le gouvernement régnait pacifiquement en des temps prospères. La principale lutte de pouvoir était entre élèves et professeurs. Ces derniers ont dû pousser les élèves à étudier plus et à réduire les jours de festival, ce qui a mené à un conflit. Siki a dû frapper un professeur, entraînant son départ du lycée. Il a montré les coupures de journaux sur les manifestations, mais Otaro dit que ce n'est pas ça. Les manifs étaient en juin, Siki renvoyé en octobre. Il y a un long écart entre les deux, donc il n'a pas pu être renvoyé à cause des protestations. Même Satoshi s'assied, disant qu'il n'a pas d'autres idées brillantes. Ils regardent tous Otaro, qui devient soudain très mal à l'aise car il n'a rien écrit de nouveau, tout ce qu'il avait noté ayant déjà été discuté par les autres. Il le presse de parler, ce qui le met mal à l'aise. Il se lève et demande où sont les toilettes. Eru lui indique le chemin et il part. En chemin, il aperçoit une pièce qui s'avère être celle d'Eru. Il jette un coup d'œil et voit qu'elle a travaillé dur pour accumuler toutes ses théories, ce qui le fait se sentir mal de son manque d'effort. Il va aux toilettes, décide qu'il va lui aussi sérieusement s'y mettre et commence à se creuser les méninges, essayant de trouver une théorie qui pourrait résoudre ce mystère. Finalement, après quelques minutes, il trouve une théorie et sort des toilettes. Il s'assied et leur dit qu'il a peut-être trouvé quelque chose et ils écoutent tous attentivement. Il révèle que ce mystère a plusieurs éléments. Tout d'abord, nous savons qu'un incident s'est produit en juin, mais Siki a quitté l'école en octobre, il y a donc plusieurs mois d'écart. Deuxièmement, l'incident s'est produit au lycée, et nous savons aussi qu'il y avait deux factions qui s'opposaient. Par le bulletin mensuel, nous apprenons que les factions rivales étaient les élèves et les professeurs. Selon lui, c'était parce que les professeurs retiraient le pouvoir de décision
aux élèves et leur refuser quelque chose qu'ils voulaient vraiment. Or, si l'on y réfléchit bien, il y a peu de choses que tous les élèves pourraient vouloir collectivement au lycée, et c'est le festival scolaire qui donne aux élèves l'autonomie de s'exprimer, d'être créatifs en prenant les commandes et en créant quelque chose de nouveau chaque année. C'était sûrement le point de discorde. Nous savons aussi qu'avant, les festivals duraient 5 jours, mais maintenant seulement 3, ce qui signifie que quelque chose s'est passé à cette époque qui a mené à cela. Sa théorie est que les professeurs voulaient réduire le nombre de jours du festival, mais les élèves n'étaient pas prêts à céder. Ils ont organisé plusieurs protestations et il devait y avoir un grand mécontentement général. Mais finalement, ils sont parvenus à un accord avec les professeurs et ont pu organiser le festival comme ils le voulaient. Siki devait être l'un des meneurs de ces événements, ce qui l'aurait mis sous les feux de la rampe et l'aurait fait remarquer par les professeurs. Pour empêcher toute autre révolte future, le corps enseignant a dû décider de se débarrasser de lui, mais il ne pouvait pas le renvoyer immédiatement car il était considéré comme un héros par les autres élèves. Et s'ils le renvoyaient, cela pourrait semer des troubles et causer d'autres problèmes. Alors, ils ont décidé de gagner du temps et d'attendre quelques mois que les choses se calment. Et une fois que tout s'est apaisé et réglé, ils l'ont finalement renvoyé pour des raisons non liées. Il a dû partir comme un héros et c'est pourquoi le numéro 2 le décrivait comme une légende à son départ. Il a finalement cessé de parler et a regardé les autres impressionnés par sa déduction. Hiru a souri tristement et a baissé les yeux, disant qu'elle savait enfin ce qui était arrivé à son oncle. Ebara et Satoshi ont également affirmé n'avoir aucune objection à l'histoire car elle semblait imparable. Hiru, cependant, ne semblait toujours pas très satisfaite du résultat et a demandé s'il avait quitté l'école fièrement comme une légende, pourquoi avait-elle pleuré quand il lui avait raconté cela quand elle était jeune. Otaro, cependant, n'avait pas de réponse à cela et Hiru a rapidement secoué la tête et l'a remercié de son aide car le mystère était enfin résolu. Ils se préparent à partir et Hiru prête son parapluie à Otaro car il a déjà commencé à pleuvoir. Le roi du riz est évidemment toujours préparé et a apporté son propre imperméable. Et après s'être dit au revoir, tous deux quittent sa maison. En rentrant chez eux, Satoshi commence à parler de la façon dont, après très longtemps, Otaro semble s'investir dans quelque chose et y met un réel effort. Otaro ne répond pas, mais Satoshi demande alors « Est-ce pas parce que tu aimes Hiru ?» Il le regarde et dit qu'il n'y a rien de tel et qu'il est juste fatigué de vivre une vie grise et veut commencer à vivre sa vie avec un peu plus de couleur. Il dit à Satoshi que quand il les regarde tous les trois, il se sent agité et veut faire quelque chose aussi. Peut-être est-il juste envieux de leur vie rose comparée aux siennes, grises. Satoshi ne sait pas quoi dire. Et ils remontent silencieusement sur leur vélo et commencent à pédaler. Il rentre chez lui et est profondément pensif à propos des conversations qu'il a eues aujourd'hui. Il se souvient de la première fois qu'il a vu Hiru et du temps passé avec elle, réalisant qu'à ces moments-là, le monde n'était plus terne pour lui et que tout s'était rempli de couleurs autour de lui. C'était chaleureux et agréable. Il se demande si la vie c'est la même pour Siki aussi, mais avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il reçoit un appel téléphonique et se précipite pour décrocher. L'appel vient de sa sœur qui lui dit qu'elle a déménagé dans un nouveau pays et qu'elle s'amuse beaucoup là-bas. Elle lui raconte ses mésaventures jusqu'à présent, puis lui demande ce qu'il a fait. Otaro répond qu'il a activement travaillé à la création de l'anthologie, puis lui dit qu'il a lu Hyuka. Ce nom attire immédiatement son attention et elle dit que Hyuka était un de ses préférés et demande si la tragédie du gentil Hirosiki circule toujours. Ce mot attire son attention car jusqu'à présent, à sa connaissance, Seki avait quitté l'école comme une légende et était heureux de ce qu'il avait fait, mais le mot tragédie ne trouverait pas sa place ici. Wataru demande rapidement à sa sœur d'en dire davantage, mais elle dit qu'elle doit y aller et coupe l'appel. Il retourne dans sa chambre et étale à nouveau les papiers, réalisant que l'histoire qu'il a et la théorie qu'il a créée sont incomplètes. Il y a certainement une autre partie à cela car selon l'histoire, il aurait quitté l'école avec le rire aux lèvres et l'amour de tous les élèves et ne devrait avoir aucun regret. Mais pour que ce soit une tragédie, il manque un élément important. Il réfléchit davantage et se rend compte que pour la plupart des gens, le lycée est l'année la plus heureuse de leur vie lorsqu'ils peuvent vivre pleinement leur vie rose, mais pour Saki, sa vie rose a été brusquement interrompue et il a dû retourner à une vie grise après avoir quitté l'école. Une personne comme celle-là peut-elle être vraiment heureuse? Il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un conte héroïque comme il le pensait, mais qu'il cache plutôt quelque chose de beaucoup plus sombre sous la façade rose. Le lendemain, il appelle Ebara, Hiru et Satoshi dans la salle du club pour une réunion.
Il entre dans la salle du club et les trouve déjà assis, et quand Ebara lui demande pourquoi il les a appelés ici aujourd'hui, il répond qu'il y a une partie de l'histoire qui ne s'est toujours pas révélée et est entourée de mystères. Hiru le regarde avec des yeux pétillants et lui dit que même elle a l'impression qu'il manque quelque chose dans l'histoire, et Hotaru lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils pourront combler les lacunes aujourd'hui et connaître enfin toute l'histoire. Ebara pose des questions sur les lacunes dont il parle, et Satoshi lui demande si sa théorie est fausse. Hotaru répond qu'il ne pense pas que son histoire soit fausse, mais qu'il y a certainement certaines nuances qui l'ont poussé dans la mauvaise direction. Il prétend qu'il devrait enquêter davantage sur l'attaquant de Hyuka qui utilise le mot sacrifice. Il affirme que le sacrifice peut être utilisé de manière fière, mais aussi d'une manière très triste, et qu'ils doivent comprendre ce qu'implique le sacrifice ici. Satoshi le regarde et lui dit qu'il serait impossible de simplement comprendre dans quel sens le mot ici a été écrit, et s'ils veulent en être sûrs, ils devront trouver l'auteur original. Hotaru le regarde et lui dit que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Satoshi le regarde avec surprise et lui demande s'il sait qui est l'auteur. Il leur dit qu'il a fait quelques recherches et découvert le nom de l'auteur. Il remet un papier à Ebara et lui demande si ce nom lui dit quelque chose. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle le regarde et dit que l'auteur de Hyuka n'est autre que la bibliothécaire. Satoshi demande s'il est sûr qu'il s'agit de la bibliothécaire car beaucoup de personnes peuvent avoir le même nom, mais il répond qu'il a fait le calcul et que son âge correspond à la chronologie. Et quand il a demandé autour de lui, il a découvert qu'elle avait 45 ans et qu'elle faisait également partie du club de littérature classique. Il leur dit ensuite de passer rapidement à autre chose car il a obtenu un rendez-vous avec elle pour parler et elle devrait être bientôt prête. Ils rassemblent tous rapidement leurs affaires, sortent de la pièce et se dirigent vers la bibliothèque. Ils entrent tous dans la bibliothèque et trouvent le bibliothécaire en train de remettre les livres en place. Elle leur sourit et leur dit qu'il lui reste encore un peu de travail et si ce serait bien s'il lui parlait pendant qu'elle travaillait pour le moment. Ebara s'approche rapidement et commence à l'aider avec des livres, tandis que Hotaru évoque l'avant-propos de Hyuka et lui demande si c'est elle qui l'a écrit. Elle le regarde et répond que c'est bien elle qui l'a écrit, puis dit qu'elle pense qu'ils sont tous ici pour demander ce qui s'est passé il y a 45 ans. Elle les interroge sur leur intérêt pour les événements qui se sont produits il y a un demi-siècle et pourquoi ils voudraient en savoir plus sur une période aussi sombre. Eru répond que Siki était son oncle et elle veut savoir ce qui lui est arrivé il y a toutes ces années. Elle demande à Eru si Siki va bien, ce à quoi elle répond qu'il a disparu en Inde et qu'il n'y a eu aucune nouvelle de sa part depuis 7 ans. Ils la regardent tous et lui demandent de développer les événements survenus il y a 45 ans et de leur dire si la théorie de Hotaru est correcte. Elle les regarde et leur demande de quelle théorie il parle, ce à quoi ils répondent qu'il a créé une hypothèse sur ce qui aurait pu se passer et qui aurait conduit à son expulsion. Elle s'intéresse et leur dit à tous de la rencontrer dans son bureau. Une fois installée, elle prend les notes créées par Hooked Taro et les lit attentivement. Elle lui demande, d'un ton surpris, s'il a créé toute cette théorie uniquement sur la base de l'anthologie et lui répond qu'elle a l'impression qu'il était là quand tout s'est passé. C'est à la limite de la perfection. Futaro, cependant, lui dit qu'il pense qu'une partie de la théorie est incomplète et qu'il aimerait savoir si Siki a pris l'expulsion au nom de tous les élèves et si l'école l'a fait volontairement ou y a-t-il quelque chose de plus à tout cela. Elle baisse les yeux tristement et lui dit qu'il a raison et qu'il manque une partie de l'histoire. Elle se souvient de l'incident survenu alors qu'elle était bien plus jeune et qu'elle venait tout juste de rejoindre le lycée. À l'époque, les festivals scolaires étaient très importants et la ville entière regorgeait d'étudiants désireux d'assister ou de prendre part à l'une des festivités. L'atmosphère était électrique et la fête scolaire était fondamentalement l'une des choses les plus importantes pour tous les étudiants de cette époque. Selon elle, cependant, l'année où elle s'est inscrite au lycée, la fête scolaire est allée un peu trop loin et il y a eu des affrontements entre les élèves, ce qui a amené le directeur à lancer une bombe sur les élèves et à décider que la fête scolaire devrait être réduite de 5 jours à 2 jours avec de nombreuses restrictions imposées aux élèves. L'école entière était en émoi. Il y avait des rassemblements et des banderoles au point que cela est devenu tout un mouvement, où les élèves essayaient de se frayer un chemin à travers l'école et d'imposer leur volonté au directeur. Ce mouvement avait besoin d'un visage derrière lequel les gens pourraient se rallier, mais il était assuré que le leader du mouvement serait sévèrement réprimandé une fois tout cela terminé. La véritable personne qui dirigeait le mouvement a fini par cacher son identité, ce qui a plus ou moins forcé Siki à s'attribuer le mérite du mouvement et à en assumer la chute. Selon elle, Siki était un individu calme qui détestait tout type de conflit, il n'était donc pas vraiment capable de riposter.
La protestation est devenue de plus en plus grande, à un point tel que le corps enseignant a été contraint de rétablir le festival de 5 jours au lieu d'en faire une épreuve de 2 jours. Cette nuit-là, les élèves ont brûlé leurs banderoles et leurs affiches dans un immense feu de joie dans l'enceinte de l'école pour célébrer, mais cela est rapidement devenu incontrôlable, et l'un des anciens bâtiments de l'école a été entièrement incendié. Les pompiers ont mis toute la nuit à éteindre l'incendie. Le lendemain, les enseignants avaient besoin de quelqu'un pour donner l'exemple, et quelle meilleure personne que le visage du mouvement. Ils ont fini par expulser Seki de l'école, et aucun élève n'est venu le défendre. Tout le monde est resté silencieux et a laissé Seki être offert comme agneau sacrificiel. Il n'y avait là rien d'héroïque, ils ont tous vu l'un de leurs camarades se sacrifier sous leurs yeux alors qu'il criait à l'aide, mais tout le monde lui a prêté une oreille attentive. Elle les regarde et leur dit que c'est toute l'histoire et leur demande s'ils ont d'autres questions. Hiru se lève et demande le nom du numéro 2, Yuka. Elle répond que Yuka était le nom choisi par Seki lui-même et qu'elle n'a aucune idée de la raison pour laquelle il a choisi ce nom. Soudain, Otaro finit par soupirer. Il baisse les yeux vers le sol et leur demande comment ils ne peuvent pas voir ce que cela signifie. Ils le regardent tous avec impatience, voulant savoir ce que cela signifie réellement. Il répond que le mot Yuka n'est qu'un jeu de mots idiots. Tout le monde le regarde surpris, mais peu à peu le bibliothécaire comprend, et même Ebara et Satoshi semblent réaliser ce que c'était, mais Hiru semble tout aussi désemparé qu'avant. Elle lui demande ce qu'il veut dire exactement, et Otaro le lui explique en termes clairs et l'écrit sur un morceau de papier, qu'elle lit et ses yeux se remplissent de larmes. Yuka, lorsqu'il est directement traduit en anglais, signifie glace. Il a intentionnellement nommé le problème Yuka parce qu'il voulait cacher ses véritables sentiments sur toute l'épreuve dans le livre. Il a écrit Yuka pour être un jeu de mots sur la crème glacée, car ce qu'il voulait réellement dire, c'était « je crie ». Il avait envie de crier que ce n'était pas lui qui menait la manifestation. Il avait envie de crier qu'il était innocent. Il voulait crier aux autres étudiants pour ne pas l'avoir aidé. Elle lui dit que maintenant, elle se souvient pourquoi elle a commencé à pleurer. Elle pleurait parce qu'il lui avait dit que parfois tes amis te tournaient le dos, même si tu criais à l'aide, ils te regarderaient te faire manger vivant et tout ce que tu pouvais faire c'était crier. L'idée d'être dévorée vivante lui a fait très peur et elle a commencé à pleurer à cause de cela. Elle regarde ensuite Otaro et le remercie d'avoir résolu ce mystère pour elle, car elle peut enfin laisser partir son oncle et être en paix avec elle-même. Le lendemain, ils se sont tous retrouvés à nouveau dans la salle du club et cette fois, Ibara a également créé une ébauche de l'anthologie. Elle le présente à Hiru qui l'aime vraiment et le remet à Otaro qui le feuillette et se plaint de devoir écrire toute la partie principale de l'histoire. Ibara le regarde malicieusement et lui répond que c'est lui qui a résolu tout le mystère, il est donc normal qu'il écrive l'essentiel de l'histoire ainsi que son trophée. Hiru, comme la waifu qu'elle est, dit à Otaro que s'il ne veut pas l'écrire, elle peut le faire pour lui, et évidemment il saute sur l'occasion, mais elle est arrêtée par Ebara qui lui dit qu'il l'écrira lui-même. Otaro la regarde agacée, mais finit par admettre, car elle lui dit de commencer immédiatement à travailler sur les grandes lignes de l'histoire car ils n'ont pas beaucoup de temps, et il lui dit qu'il le fera. Plus tard dans la journée, Otaro et Hiru décident de rentrer chez eux ensemble. Et en revenant, elle lui dit qu'elle a été surprise qu'il ait accepté le travail d'écrire l'article d'anthologie. À cela, il répond qu'il n'a pas accepté d'écrire, qu'il a simplement été forcé d'écrire par les autres et qu'il n'a pas réussi à s'en sortir. Et il pensait qu'il le dédierait à Seki en hommage à lui et à la tragédie qui lui était arrivée. Il la regarde soudainement et lui demande pourquoi elle a accepté de prendre l'aide de Satoshi et Ebara alors qu'elle était si opposée à révéler son histoire à d'autres personnes. Elle baisse les yeux et répond qu'elle leur a parlé de son passé uniquement parce qu'elle ne voulait pas oublier que cela comptait pour elle. Elle explique que sa mère lui a dit que bientôt, dans quelques années, ces choses lui sembleront insignifiantes. Et elle rira du fait qu'elle a toujours considéré les paroles de son oncle qui la faisaient pleurer comme si importantes. Cela l'a fait réfléchir à sa vie et à la question de savoir si elle devait simplement abandonner toute cette épreuve car cela n'a aucune importance pour elle. Elle a réalisé plus tard, après avoir parlé à Otaro, qu'elle voulait se souvenir de cette époque, aussi petite soit-elle, elle voulait toujours s'en souvenir de tout son cœur pour toujours. Les vacances d'été ont enfin commencé et Hiru a finalement réussi à convaincre Otaro de les accompagner aux sources chaudes pour des vacances agréables et rafraîchissantes. Ils sont tous montés dans un bus et ont commencé à s'éloigner de la vie trépidante de la ville et à se diriger davantage vers la campagne calme et sereine.
Otaro, le losers sans amis, a évidemment eu le mal des transports, n'étant pas habitué à sortir. Quand ils descendent du bus, il a l'air très malade. Ebara lui dit de tenir bon, car elle a des cousins dans la région qui tiennent une auberge. Ils peuvent y loger gratuitement car des travaux empêchent d'accueillir d'autres clients. Ils attendent la navette qui arrive enfin. Une fois à l'auberge, Otaro peut à peine sortir du véhicule. Elle leur présente ses deux jeunes cousins, Rai l'aîné et Keiyo le plus jeune. Après les salutations, on les conduit à leur chambre pour qu'ils se rafraîchissent. Satoshi, toujours aussi vif, montre la vue à Otaro qui admet qu'elle est incroyablement belle. Mais avant qu'ils ne puissent en profiter davantage, Ebara les appelle pour le dîner et ils descendent. Ils dînent ensemble, puis Otaro retourne dans sa chambre, mais Satoshi n'est pas là. Il comprend qu'il est parti aux sources chaudes et décide de se prélasser et de regarder la télé. Cependant, il s'ennuie vite et se dit qu'il devrait lui aussi profiter des sources, après tout, c'est la raison de sa venue. Il prend ses serviettes et sort de sa chambre où il rencontre Hiru. Il lui demande où elle va et elle répond qu'elle aussi veut prendre un bain aux sources chaudes. Ils marchent ensemble et elle remarque qu'Ebara semble très heureuse ici. Elle est partie jouer avec ses sœurs, c'est pourquoi elle ne vient pas avec elle. Ils entrent dans leur bain séparés. Otaro se plonge enfin dans les sources pour se détendre et retrouve Satoshi. Ils bavardent un peu, mais soudain, Otaro se sent étourdi. Satoshi doit vite le sortir et le ramener dans sa chambre. Ebara et Satoshi l'aident à installer un matelas, puis l'y allongent, le couvrant d'une couverture pour qu'il puisse se reposer. Quelque temps après, Hiru entre et lui demande s'il va bien. Otaro répond vite que oui et se tourne pour parler. Hiru se lève et lui dit qu'ils sont tous dans la pièce d'à côté à raconter des histoires de fantômes et s'il se sent mieux plus tard, il est le bienvenu. Plus tard, Otaro les entend échanger des histoires et n'ayant rien de mieux à faire, il se met à écouter. Il entend Rai leur raconter une vieille légende. Il y a longtemps, un homme tourmenté est venu dans cette auberge et a pris la chambre numéro 7 dans l'autre bâtiment. Il l'a payé d'avance et y restait tout le temps. Il ne venait ni déjeuner ni dîner et a dit au personnel de ne pas le déranger. Une nuit, les clients de l'auberge ont entendu un cri. Ils ont couru et ont trouvé une femme à genoux, horrifiée de voir l'homme de la chambre 7 pendu à une corde. Il avait volé beaucoup d'argent à une entreprise et quand ses affaires ont échoué, sans moyen de rembourser, il s'est suicidé. Ray continue. Depuis cet incident, quiconque loge dans cette chambre voit la silhouette d'un homme pendu. Un jour, un homme y séjournant est tombé malade et est mort sur place. La situation devenant incontrôlable, l'aîné de la famille a appelé un exorciste qui a effectué des rituels pour que l'esprit monte au ciel. Un nouveau bâtiment a été construit juste devant. Personne n'y va plus, ce bâtiment est abandonné. Otaro se lève et regarde par la fenêtre la chambre où l'homme est mort, puis décide de fermer les fenêtres, car il a des frissons. Soudain, il aperçoit une petite ombre courir à l'extérieur de l'auberge, mais n'y prête pas attention et se rendort. Il se réveille le lendemain devant une vue magnifique, mais n'appréciant pas la vraie beauté, il se rafraîchit et descend prendre le petit déjeuner, choqué de voir Ebara collé à Hiru, l'air horrifié. Otaro demande ce qui s'est passé. Ebara répond que la nuit dernière, après minuit, elle s'est réveillée à cause d'un coup de vent. En se retournant pour fermer la fenêtre, elle a vu la silhouette d'un homme pendu au plafond dans la chambre numéro 7. Ils s'assoient tous pour le petit déjeuner. Rai se moque d'Ebara, disant qu'elle a dû l'imaginer, car il parlait d'histoires effrayantes. Mais elle répond qu'elle est sûre de l'avoir vu de ses propres yeux. Maya semble très mal à l'aise et dit à Rai que leur père lui a dit de ne raconter cette histoire à personne. Elle n'y prête aucune attention. Hiru se rapproche de Otaro et lui demande ce qu'il en pense. Otaro répond qu'il croit qu'Ebara a tout imaginé, mais Hiru révèle alors qu'elle n'a pas pu l'imaginer, car elle aussi a vu la silhouette pendue au plafond. Otaro la regarde, confus. Elle lui dit qu'Ebara, effrayée par ce qu'elle a vu, l'a réveillée, et qu'en regardant par la fenêtre, elle aussi l'a vu. Otaro, toujours peu impressionnée, affirme qu'elle a dû le prendre pour autre chose. Cela met Ebara en colère, qui lui demande ce qu'elle a vu à cette fenêtre, si ce n'était pas la silhouette d'un homme pendu. Cela rend Hiru très curieuse, et elle le force à l'aider à tirer ça au clair. Il retourne dans la chambre de Otaro, où il lui pose plusieurs questions sur ce qu'elle a vu. Il décide d'aller voir la chambre numéro 7 et demande à Maya de les y conduire. Dès qu'elle entend qu'ils veulent aller à la chambre numéro 7, elle devient très mal à l'aise et leur dit qu'elle ne peut pas les y emmener avant de s'enfuir. Ils descendent ensuite sous la fenêtre et Otaro réalise qu'il a dû pleuvoir la nuit dernière. Mais avant qu'ils n'enquêtent, Maya apparaît et leur dit que c'est l'heure du déjeuner. Ils retournent manger et après, Ri apparaît vêtue d'un kimono qu'elle semble beaucoup aimer.
Satoshi l'emmène à part et lui dit que Maya aime beaucoup le kimono, mais Ri ne la laisse pas l'essayer. Otaro répond qu'il ne s'en soucie pas, quand soudain il sent que quelqu'un le regarde. Il se retourne mais ne trouve personne à la porte. Il ne semble pas savoir ce qui s'est passé, alors il décide d'aller aux sources chaudes avec Hiru. Une fois dans l'eau, il retrouve Satoshi, qui lui dit que les tambours ont résonné tard hier soir et qu'il était surpris qu'Otaro ait dormi. Otaro regarde autour de lui et demande si hier était le jour du festival d'été ici. Il répond oui. Finalement, il semblait avoir assemblé les pièces du puzzle. Il revient avec Heiru et lui explique que ce qu'elle a vu hier n'était pas un homme pendu, mais la silhouette d'un kimono en train de sécher. Elle est surprise, mais il précise que Ri ne laissant pas Maya toucher ses affaires, Maya a pris son kimono sans demander et est allée au festival hier soir. L'ombre qu'il a vue était-elle courant hors de l'auberge. Il s'avère que sa chance n'est pas bonne, la pluie l'a forcé à revenir. Le kimono trempé, elle était troublée, Maya le remarquerait. Elle est donc allée dans la chambre numéro 7 où personne ne va et a pendu le kimono pour le sécher. C'est ce que Hiru et Ibara ont vu et qui les a effrayés. Tout prenait sens et Hiru fut surprise par les capacités déductives d'Outaru. Elle a dit que c'était dommage que Maya ait dû faire ça juste pour porter un kimono, mais elle les voit au loin, s'aidant mutuellement. Elle court vers eux au coucher du soleil, heureuse qu'ils s'entraident comme frères et sœurs. Otaro marche lentement, redoutant les mystères de l'avenir.